Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée d'hier après 2 semaines de mission à l'étranger. Le chef de l'État a achevé cette tournée internationale à Paris, en France, où il a pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'Afrique a mobilisé près de 5 milliards de francs CFA pour assister les personnes vulnérables en 2012. C'est ce qui ressort du bilan présenté hier par la délégation régionale d'Abidjan. Les bonnes pratiques de l'hygiène alimentaire enseignées par l'ONG Action pour l'hygiène et la sécurité. L'ONG en campagne sillonne les établissements scolaires pour sensibiliser les enfants sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée d'hier. Après 2 semaines de mission à l'étranger, le chef de l'État avait quitté Abidjan le 23 mai dernier pour Addis Abeba, en Éthiopie, où il a pris part à la célébration du 50e de l'Union africaine et au 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Il a également participé à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD5, à Yokohama, au Japon, du 31 mai au 3 juin. Le président Alassane Ouattara a achevé cette tournée internationale à Paris, en France, où il a pris part hier, mercredi, à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO, prix attribué au président français François Hollande. C'est la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui a remis le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au lauréat 2013, François Hollande. Ce prix récompense sa contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, notamment au Mali, où l'armée française a empêché la capitale Bamako de tomber au main des groupes djihadistes. Retour sur l'événement avec Jérôme Kofi Abolin. C'est sans avoir été candidat, mais pour son action de paix au Mali que le président français François Hollande a reçu ce mercredi 5 juin 2013 au siège de l'UNESCO à Paris le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix après en avoir été désigné lauréat. Pour le président malien Dioncounda Traoré, cette cérémonie ne peut être que l'occasion d'exprimer la gratitude du peuple malien libéré envers celui dont le courage dans la décision va permettre au Mali de se reconstruire. À l'instar du chef de l'État du Mali par intérim, le président Henri Konan Bédié, en sa qualité de protecteur du prix, a estimé que le président français avait tout pour mériter cette récompense. Cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny ne pouvait qu'être attribué au président Hollande, qui a libéré des populations entières d'une entreprise terroriste qui visait à déstabiliser tous les pays du Sahel. Il a créé les conditions d'une paix juste et de la sécurité au Mali. Nous devons tous, Africains et Européens, le remercier et le féliciter pour cette distinction qu'il a si bien méritée. Abondant dans le sens du protecteur du prix, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a défini le sens de la cérémonie. La cérémonie de remise de prix qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux un caractère tout à fait singulier, car elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient en tout temps et en toutes circonstances de cultiver et de préserver la paix, condition sine qua non de tout peuple à prétendre au progrès. C'est pourquoi, ainsi que nous l'affirmions lors de la dernière remise du prix Félix Houphouët-Boigny en ces mêmes lieux, nous réitérons notre ferme volonté de promouvoir, avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale, la culture de la paix et du développement humain en Afrique et partout dans le monde. Heureux, le président français François Hollande a fait partager sa joie, saluant d'abord l'appel du Mali, de la CEDEAO ainsi que l'Union africaine pour rendre légitime l'action française pour la cause malienne, non sans indiquer que la France avait tout intérêt à soutenir l'Afrique face aux difficultés. C'est une dette que mon pays avait à acquitter à l'égard de l'Afrique.
Parce que la France ne pouvait pas oublier la participation des soldats d'Afrique à nos côtés lors des 2 dernières guerres mondiales. Non, la France ne pouvait pas oublier les dizaines de milliers d'Africains qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille pour la liberté de la France, pour les libertés de l'Europe. Les survivants, et il y en a encore du second conflit mondial, ont été parfois bien mal récompensés, souvent discriminés dans la perception de leur pension. Eh bien, la moindre des choses, c'était de leur porter secours au moment où ils faisaient appel à nous. 150 000 $, soit environ 75 millions de francs CFA. Telle est la valeur du prix reçu par le président français qui, pour lui, honore la France. La moitié à une association de femmes au Mali et l'autre moitié à une association française s'occupant des familles des soldats victimes de guerre. Ainsi en a décidé le président français qui, avant la cérémonie de remise du prix, avait convié ses hôtes à un déjeuner à l'Élysée. On reste en France où en marge de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au président François Hollande, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls. Les entretiens ont porté sur la coopération en matière sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. C'est à son hôtel, dans le 1er arrondissement à Paris, que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls. Un entretien d'environ 30 minutes. Le ministre français a indiqué avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur la coopération entre les deux pays, notamment au niveau de la sécurité. L'amitié confortée par des actes et par des coopérations, et notamment pour ce qui me concerne en matière de sécurité. Elle a été intensifiée, cette coopération en matière de sécurité, au cours de 2012, donc ça va continuer en 2013. Nous avons convenu dans le domaine du matériel, des financements, du renseignement, de la formation, accompagner les efforts tout à fait extraordinaires que l'État ivoirien accomplit en matière de sécurité. Le ministre Manuel Valls a par ailleurs déclaré être en Côte d'Ivoire très prochainement dans le cadre du renforcement de cette coopération. Rendez-vous pris précisément, si l'on en croit le ministre français de l'Intérieur, octobre 2013. En bref, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu demain vendredi à Brazzaville, capitale congolaise, à l'invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. La visite d'État va durer 3 jours, du vendredi au dimanche 9 juin. Des obus en mauvais état ont été détruits hier. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration qui a procédé à cette opération de destruction avec le concours technique de l'ONUCI a indiqué qu'elle ne comportait aucun risque pour les populations. Le reportage de Mamadou Kouassi. Encore une opération de destruction des armes et des munitions pour l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR. Cette fois, il s'agit de 20 obus jugés défectueux et dangereux pour la population. Ces explosifs ont été collectés lors de l'opération de désarmement des ex-combattants. Nous avons pu constater que des obus en provenance de nos ex-combattants étaient rouillés et mis à notre disposition, donc déclarés dangereux par les spécialistes en armement et présentant des risques de sécurité pour les populations tant civiles que militaires, même pour ceux qui travaillent dans le domaine. Et nous avons estimé qu'il était bon de procéder immédiatement à la destruction de ces obus de la mort. Depuis octobre 2012, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a récupéré plus de 4000 armes. Les armes en bon état ont été remises aux forces de l'ordre. 4000 ex-combattants ont été intégrés dans les rangs des douaniers et des gardes pénitentiaires. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'Afrique a mobilisé près de 5 milliards de francs CFA pour assister les personnes vulnérables en 2012. C'est ce qui ressort du bilan présenté hier par la délégation régionale d'Abidjan. Au total, sachez que 5 millions de personnes en situation de détresse dans quelques pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, ont été assistés, nous dit Léon Pro. Wat City, aux encablures du cimetière de Williamsville, commune d'Adjamé, district d'Abidjan. Les populations se souviennent encore de la réponse de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, FICR, à une épidémie de choléra en 2012. La Croix-Rouge nous a beaucoup aidé dans le quartier.
Pendant les cris, ils sont venus lancer des grenades. Tout ça, là, ça a eu d'autres personnes. Avec les balles, les gars sont venus ramasser des gens, aller soigner. Après la crise, on nous a partagé des seaux ici, avec du savon, avec des comprimés pour notre santé. Au total, 400 millions de francs CFA investis par la FICR en 2012. C'est à travers plusieurs programmes d'assistance aux personnes vulnérables, notamment les victimes de crises et violences à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Passer même des programmes d'urgence vers des programmes de développement en soutenant des coopératives de femmes à renforcer leurs revenus par des activités génératrices de revenus. Et en même temps, nous avons bénéficié de notre partenariat pour apporter un support en matériel médical et en consommable à certains centres de santé qui en avaient cruellement besoin au sortir de la crise post-électorale. Comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria ont bénéficié de programmes de la FICR. Plus de 5 millions de personnes ont donc été assistées pour environ 5 milliards de francs CFA. Pour 2013, l'organisation va donc mobiliser environ 6 milliards de francs CFA. Est prévu pour la Côte d'Ivoire environ 450 millions de francs CFA pour 3 programmes prioritaires: eau, assainissement et gestion des catastrophes. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody va bientôt signer une convention avec la Chambre de commerce européenne. Celle-ci va porter sur des offres de stage, des postes en alternance et en apprentissage. Une délégation de la Chambre de commerce européenne s'est donc rendue ce matin même dans les locaux de l'université pour envisager ce partenariat. La directrice exécutive de la Chambre de commerce explique que ce futur partenariat vise à mettre en adéquation les besoins des entreprises et la formation des étudiants. À Ouangolodougou, pour contribuer à l'insertion socio-économique de la jeunesse, l'ONG Carpet Challenge africain pour le renouveau de politique économique de développement a offert du matériel agricole aux coopératives et groupements agricoles de jeunesse de Ouangolo. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des semences, des sacs d'engrais, des pesticides et du matériel agricole. C'est le don de l'ONG Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques de développement. Carpet, aux coopératives et groupements agricoles du département de Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À travers cette action, le capitaine Kone Eric, président du Carpet, veut contribuer à la lutte contre le chômage et à la réduction du taux de pauvreté. Il souhaite également participer à l'autosuffisance alimentaire. Kone Eric invite les jeunes à l'auto-emploi afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au capitaine Kone Eric et à sa structure. Pour eux, ces dons vont permettre d'améliorer leur production. Ils ont exprimé le vœu de disposer d'un barrage hydraulique afin de cultiver le riz et le maraîcher en toute saison. Le préfet du département de Ouangolodougou a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse au travail. Il promet l'appui technique de la NADER pour la réalisation des projets agricoles. Séance tenante, le chef de canton de Ouangolodougou a offert 100 hectares de terres cultivables à la jeunesse. Une visite de terrain a permis de voir le travail déjà réalisé grâce aux sœurs religieuses de la localité. On prend la direction de Yamoussoukro, où 50 chercheurs en provenance de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis se sont retrouvés pour réfléchir sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition. Objectif visé de la rencontre, trouver des solutions à la famine en Afrique. C'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ces travaux de la première conférence internationale. Le reportage de Ouattara Walter est commenté pour vous, Pachal Tatou. L'agriculture face aux défis de l'alimentation et de la nutrition en Afrique. Quel apport de la recherche en zone cotonnière? Tel est le thème central de la première conférence africaine de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition à Yamoussoukro. Un comité scientifique de 9 membres originaires de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Canada et plus de 400 personnes composées de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants, de professionnels du système agricole et nutritionnel prennent part à cette conférence internationale. Ces chercheurs se sont donnés 3 jours pour trouver des solutions en vue de faire face aux crises alimentaires. J'ai bon espoir qu'elle sera suivie d'autres à une périodicité régulière, tous les 2 ou 3 ans, afin que les chercheurs qui travaillent sur le sujet, qu'ils soient africains ou européens, puissent se faire entendre. Pour Nguessan Kofi, directeur général de l'INPHB, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette conférence
permettra de renforcer les liens entre les différentes structures de recherche, le CIRAD, le CORAF et l'INPHB, mais également le partage d'expériences des chercheurs dans leurs domaines respectifs. Les recherches actuelles vont nous permettre de débattre de questions de méthodologie sur l'association entre culture pérenne et culture vivrière et proposer aux gouvernants des pistes à prendre pour être autosuffisants sur le plan agricole et nourrir mieux nos populations. L'économie des pays africains reposant fortement sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, il va sans dire que l'organisation d'une telle conférence va permettre absolument d'acquérir un rôle important dans la formulation de politiques agricoles plus adaptées aux réalités. Je vous conduis à San Pedro, à la rencontre bilan de la coopérative pour le dynamisme, l'entente et la solidarité. Les responsables qui ont fait le bilan de l'année écoulée ont évoqué plusieurs difficultés liées notamment à la collecte et à la commercialisation de leurs produits. Le récit de Thérèse Tapeyopoué. La coopérative agricole pour le dynamisme, l'entente et la solidarité, CADES, a été créée en 2009. Elle compte 225 membres. Au cours de l'exercice écoulé, la CADES a commercialisé plus de 2800 tonnes de cacao avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards 300 millions de francs. Comme difficulté rencontrée par les coopérateurs, la directrice évoque la dégradation des pistes de collecte, l'insécurité sur les routes. Malgré ces difficultés, elle compte commercialiser cette année 4000 tonnes, assister les coopérateurs dans l'entretien des pistes, créer un magasin phytosanitaire, inscrire la coopérative au programme de certification. Les responsables de la CADES ont profité de cette occasion pour expliquer aux coopérateurs les réformes au niveau des coopératives qui sont désormais régies par l'acte uniforme OADA qui leur permet d'être enregistrés, immatriculés. Quant au sous-préfet central de San Pedro, Zézé Tetia Liberté, il a invité les autres coopératives à faire leur bilan pour instaurer un climat de confiance entre administrateurs et administrés. Il a demandé aux coopérateurs d'être des artisans de paix et de cohésion sociale pour le développement de la région. En bref, les inscriptions pour le HAC 2013 reprennent aujourd'hui. L'annonce a été faite hier par le directeur général des cultes qui souligne que ces opérations d'inscription vont durer quelques jours pour permettre aux retardataires d'achever les formalités requises pour participer au HAC 2013. Après 2 ans d'absence sur leur site, les femmes commerçantes de Vivrier dans la commune d'Abobo retrouvent le marché d'Anonkwa-Kouté à la grande satisfaction de l'APROCACI, l'association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. 2 hectares, c'est la dimension de cette parcelle de terre située à Abobo-Anonkwa-Kouté. Elle avait été désertée par les femmes commerçantes de gros de Vivrier. Ces dernières retrouvent leur marché après 2 ans d'inactivité sur le site. J'invite mes soeurs, mes frères, toutes les femmes qui avaient des places ici, qu'elles viennent, qu'elles reviennent. L'association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire a pris part à la rencontre. Elle exhorte les commerçantes et les commerçants à occuper les espaces aménagés pour les activités commerciales. Que les gens regagnent les marchés. Non seulement je parle d'ici, mais je parle de l'ensemble du territoire. Parce que les espaces effectivement existent, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours occuper le territoire. Il faut signaler que la reprise des activités sur l'espace du marché Abobo-Anonkwa-Kouté désengorgera le marché de Vivrier de la gare routière. Le reportage de Serge Gongomé était commenté par Fatou Fofana. Je vous l'annonçais en début de journal, les bonnes pratiques de l'hygiène alimentaire enseignées par l'ONG Action pour l'hygiène et la sécurité. L'ONG en campagne sillonne les établissements scolaires pour sensibiliser les enfants sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Les explications de Beket Aliko dans un commentaire d'Adama Koné. Vendre, cuisiner, conserver et consommer les aliments sans respecter les règles élémentaires d'hygiène est dangereux pour la santé, ce qui favorise la propagation de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde. Face à ce constat, l'ONG Action pour l'hygiène et la sécurité alimentaire de Côte d'Ivoire, ASACI, a organisé un jeu concours sur l'hygiène alimentaire dans les écoles. Il s'agit à travers ce concours de faire adopter
un comportement nouveau aux élèves et à l'ensemble de la population et partant les engager dans une lutte contre l'insalubrité. L'école étant par excellence le lieu d'apprentissage des bonnes pratiques, il paraît judicieux de débuter la promotion de l'hygiène par elle. Des enfants bien éduqués sur ces pratiques peuvent les relayer dans leur entourage, particulièrement au sein de leur famille. Le jeu concours a mis en confrontation l'EPP Application et l'EPP Adjamé Benjerville 1. Le trophée du vainqueur de cette édition 2013 est revenu à l'EPP Application. Hors de la Côte d'Ivoire, dans le nord du Mali, des combats ont eu lieu hier entre l'armée malienne et le mouvement national de libération de l'Azawad. L'armée a repris la ville d'Anéfis aux rebelles Touareg, une ville clé située à une centaine de kilomètres de piste de la ville de Kidal, toujours contrôlée par le MNLA. Les rebelles Touareg, contraints de reculer de la ville d'Anéfis, ont fait gagner du terrain aux militaires maliens. Leur mission est claire, participer aux opérations de maintien de paix en Centrafrique. Les policiers congolais ont donc quitté Brazzaville pour Bangui. Ils vont sécuriser la ville, aider la police et la gendarmerie centrafricaine, sécuriser tous les convois humanitaires et enfin sécuriser les élections dans le pays. La distribution de pactage terminée. Les 150 policiers et gendarmes congolais affichent une grande sérénité, quelques minutes avant leur départ pour la République centrafricaine. Nous, on va pour le maintien de l'ordre. Voilà, donc nous, on sait que nous, les Centrafricains, c'est nos parents. Encore une parole. Les 150 hommes ont eu 2 semaines de formation à Brazzaville. Ils forment une compagnie baptisée Unité de police constituée. L'UPC part pour 20 mois en République centrafricaine. Sa mission comporte 4 volets. Nous partons, dans un premier temps, pour sécuriser la ville de Bangui. 2, pour essayer d'aider la police et la gendarmerie centrafricaine. 3, de sécuriser tous les convois humanitaires. Et enfin, la 4e mission, c'est de sécuriser les élections en République centrafricaine. C'est un engagement pris par les présidents de la sous-région, de la CEAC. Nous avons une très grande responsabilité. L'unité de police constituée s'ajoute aux 150 soldats congolais présents depuis plusieurs mois déjà à Bangui. Elle va renforcer les troupes de la force multinationale de l'Afrique centrale. Des troupes chargées de la stabilisation de la République centrafricaine. Depuis l'arrivée de la rébellion Séléka au pouvoir, le pays est confronté à une grande insécurité. Dimanche, des hommes armés ont tué 7 personnes à Bourka. Et cette information brève, le patron des services de sécurité de l'aéroport international d'Accra a été arrêté aux États-Unis pour trafic de drogue. La société qu'il dirige est une société privée sous contrat chargée d'assurer la sécurité de l'aéroport d'Accra. Il est accusé d'avoir agi avec 3 complices, un Colombien et 2 Nigérians, selon le comité ghanéen de contrôle des narcotiques et l'agence américaine de lutte contre les drogues. Le reste de l'actualité en Afrique, au pas de course, nous conduit au Burundi, en Égypte et à Madagascar, où 3 candidatures à la présidence ont été confirmées par la Cour électorale. Présidentielle à Madagascar. La Cour électorale a confirmé les 3 candidatures controversées, celle d'Andy Rajoelina, actuel homme fort du pays, celle de Lalao Ravalomanane, l'épouse de l'ancien président en exil, et enfin celle de Didier Ratsirac, ancien président, dont la communauté internationale exige le retrait. Initialement fixées au 24 juillet, les élections pourraient être reportées pour des raisons financières et en l'absence d'un consensus politique. Des peines de prison pour les 43 employés d'organisations non gouvernementales en Égypte. Le tribunal du Caire les accuse d'avoir travaillé sans autorisation et d'avoir reçu des financements illicites. Les condamnés, égyptiens et étrangers, dont 16 Américains, vont faire appel. Le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé l'Égypte d'avoir organisé un procès politique. Il estime que le verdict est incompatible avec une transition démocratique. Au Burundi, les 23 jeunes qui s'étaient opposés par la force à l'expulsion d'une famille Tutsi ont été condamnés pour rébellion, coups et blessures et outrage à l'autorité publique, à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme.
Les jeunes avaient été arrêtés à Bujumbura après des affrontements avec les forces de l'ordre. Ils refusaient l'application d'une mesure. Elle consiste à restituer à des ayants droit d'un Hutu tué lors des massacres de 1972 une maison habitée légalement par une famille Tutsi. Enceinte d'un bébé dépourvu de cerveau, une jeune fille salvadorienne a subi dans son pays une césarienne en lieu et place d'un avortement qu'elle avait pourtant réclamé. Des mois durant, son cas a agité le très catholique Salvador. Béatrice, 22 ans, demandait un avortement thérapeutique parce que son bébé n'avait pas de cerveau et n'était donc pas viable et que cette grossesse la mettait elle-même en danger. On lui avait en effet découvert une maladie rare et des problèmes rénaux. Mais jusqu'au bout, la justice salvadorienne a dit non, y compris la Cour suprême qui s'est bornée à demander une surveillance médicale accrue, comme le gouvernement. Nous donnons à l'équipe médicale la responsabilité de cette surveillance. Elle doit faire ce qu'elle juge nécessaire. Ces professionnels ont un rôle primordial à jouer. Dans ce pays où l'avortement est strictement interdit, l'affaire a suscité un débat. Les militants des droits des femmes ont pris fait et cause pour Béatrice. L'État du Salvador doit adopter immédiatement les mesures nécessaires et urgentes pour que l'équipe médicale qui suit Béatrice puisse prendre les décisions appropriées sans aucune interférence. Elle doit pouvoir faire ce qu'elle juge nécessaire. Face au tollé, le gouvernement a fini par autoriser non pas un avortement, mais une césarienne prématurée. La jeune femme se porte bien, le bébé n'a pas survécu. Pour le reste de l'actualité dans le monde en bref, commençons en Turquie où le gouvernement a tenté hier d'enrayer le mouvement de contestation après la mort d'un deuxième manifestant dans le sud du pays. 6e jour de mobilisation en Turquie pour demander la démission du Premier ministre. La tension reste vive malgré les excuses du gouvernement pour les violences policières des jours précédents. Des milliers de personnes ont encore envahi les rues d'Istanbul et d'Ankara la nuit dernière. Nouveaux affrontements, nouvelles arrestations. Un deuxième syndicat a appelé à la grève mercredi pour soutenir les manifestants qui accusent le Premier ministre de dérive autoritaire et d'islamisation de la Turquie laïque. La colère monte dans la province du Jilin en Chine où 120 personnes ont officiellement péri lundi dans l'incendie d'un abattoir de volailles. Les familles des victimes dénoncent un bilan sous-estimé et des normes de sécurité non respectées. Il y avait une seule issue de secours pour les 300 personnes alors au travail. Un haut responsable de l'usine a été arrêté. C'est le pire incendie enregistré en Chine depuis au moins 12 ans. Plusieurs villes d'Europe centrale toujours sous la menace des inondations historiques qui ont déjà fait au moins 11 morts. En Allemagne, en République tchèque et en Autriche, les habitants des zones à risque se relaient nuit et jour pour remplir des sacs de sable et renforcer les digues. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, les dégâts matériels sont très importants. Alors qu'à Prague, la décrue du fleuve est enfin amorcée, le Danube était au plus haut mercredi à Vienne. Bruxelles a entamé mardi un bras de fer avec la Chine. La Commission européenne a décidé d'imposer des taxes sur les panneaux solaires chinois. Son espoir, sauver quelques 30 000 emplois en Europe qui souffrent d'une concurrence qu'elle juge déloyale. Mais la mesure est risquée. Pékin a immédiatement répliqué en lançant une enquête sur les vins européens et agite le spectre d'une guerre commerciale. Dans les rangs même de l'Union, cette décision divise. Plusieurs États y sont opposés, dont l'Allemagne qui parle de grave erreur. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée d'hier. Après 2 semaines de mission à l'étranger, le chef de l'État a pris part hier à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et demain, il se rendra, donc demain vendredi, à Brazzaville, capitale congolaise, à l'invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. La visite d'État va durer 3 jours, c'est-à-dire du vendredi au dimanche 9 juin. Merci de votre aimable attention.